Salut YouTube, j'espère que ça va bien, que tu as passé un bon mois d'octobre. Alors on est déjà mi-novembre, je sais, mais j'ai un peu de retard, mais peu importe. Donc on va faire le point sur les découvertes ludiques du mois passé, donc du mois d'octobre, que ce soit, vous verrez que cette fois, contrairement au mois de septembre, il y aura quelques tops, mais évidemment il y aura aussi des déceptions, des choses que j'ai pas aimé du tout. Je vous prévenais un peu en fin de vidéo du mois de septembre, que ça risquait d'être un mois avec pas mal de déceptions, c'est un petit peu le cas, mais bon. Il y a 3 tops, donc tout va bien. En tout cas, ouais, on va se retrouver comme d'habitude, on va dérouler tout ça avec les bonnes découvertes, les choses moins bonnes, et également, tout ça sera par ordre alphabétique, pas par ordre de préférence, parce que c'est déjà bien assez compliqué comme ça. J'espère en tout cas, ouais, que vous avez passé un bon mois. Comme d'habitude, au niveau des images, j'essaie moi de me fournir du côté des éditeurs, avec les ressources qu'ils nous mettent à disposition. Souvent c'est pas suffisant, sinon j'utilise aussi les photos de Eric, de What's Eric Playing, vous le trouvez sur Instagram ou sur son site, ou par ailleurs il fait aussi quelques reviews ici ou là, je vous mets tout ça en barre d'infos. Encore une fois, un grand merci à toi Eric pour m'autoriser à ça, parce que si c'était moi qui prenais les photos, ben ce serait un peu dégueulasse, parce que c'est pas mon métier et j'ai vraiment zéro compétence là-dedans. Au rayon des nouveautés, vous verrez que pendant les moments où je parle des jeux, j'ai rajouté un petit bandeau en haut à gauche avec le nom du jeu. C'était quelque chose qui était demandé dans les commentaires, c'était pas la première fois, donc je me suis dit bon, on va essayer. Alors bon, moi je trouvais que ça faisait un peu, que ça chargeait encore l'écran, d'autant qu'il y a déjà la boîte du jeu en bas à gauche qui est là pour rappeler le nom. On essaye comme ça ce mois-ci, n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus, si vous trouvez que oui, c'est envahissant, il y a déjà assez d'infos. Moi j'essaye quand même de dire le nom du jeu aussi au moins une fois quand j'en parle. Bon, voilà, on essaye comme ça ce mois-ci, vous me faites vos retours, je garantis pas de les écouter, mais en tout cas, n'hésitez pas à les faire. Sinon, du côté des retours, n'hésitez pas à commenter la vidéo, que ce soit en parlant de vos découvertes à vous, que ce soit des jeux récents ou non, comme d'habitude. Moi je vais pas forcément parler de nouveautés, je parle de vieux jeux, de jeux édités, de jeux pas édités, de jeux dispo en français, de jeux pas dispo. Ça m'est un peu égal, c'est juste les jeux que j'ai découverts, parfois redécouverts récemment. Donc vous pouvez faire pareil totalement dans l'espace commentaire de la vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce qui va bien, vous savez, je crois que ça aide au référencement, blablabla. J'y connais rien, mais c'est ce qu'on dit. À partager ça également avec vos proches, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore le cas. Également, petite nouveauté sur la chaîne, je vais pas forcer avec parce que je trouve que c'est relou quand les gens forcent avec ça, donc je pense que je le dirai une fois par vidéo, enfin par format, mais sinon je mettrai juste le petit bandeau en bas et puis le petit lien dans la description. J'ai mis en place un truc, j'ai copié sur Paul Gara, donc vous pouvez écouter les podcasts, j'ai fait un petit Buy Me a Coffee, donc l'idée c'est que si vous aimez le contenu, vous pouvez lâcher quelques sous pour m'aider à soutenir mon travail. En vrai, je bosse à côté et tout, enfin, je le fais vraiment pas pour ça, mais juste si vous pensez que ce que je fais mérite, entre guillemets, salaire, ou en tout cas, une rémunération, vous pouvez le faire. Évidemment, l'idée, c'est que, Buy Me a Coffee plutôt que Patreon et tout, parce que j'aime pas la notion de patron, et que Buy Me a Coffee, ça me donne vraiment plus l'impression qu'il y a zéro contrepartie, là où souvent, bon, les Patreons, c'est pas obligatoire, mais là, c'est plus, t'aimes ce que je fais, donne des sous, par contre, t'attends à rien en retour, que ce soit d'un point de vue édito, ou d'un point de vue du contenu, ça sera exactement pareil. C'est juste, tiens, je trouve que tu fais du bon boulot, ou je trouve que ce que tu fais m'est utile, ou que ça mérite 1 euro, 2 euros, je te donne ça, et voilà, de manière totalement libre, et sans rien attendre en retour. Moi, c'est comme ça que je préfère, entre guillemets, le fonctionnement de ce qu'on appelle le mécénat, je sais pas comment l'appeler, mais donc voilà, ça existe. L'idée, évidemment, c'est de le faire si vous pouvez, et que vous n'avez pas mieux à faire avec votre argent, n'allez pas vous mettre dans le rouge à cause de ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ça. Donc, comme d'habitude, on va se diriger vers les jeux, et on va commencer par les déceptions. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. On commence avec un jeu qui a été illustré par Vincent Dutray, qui propose un monde un peu post-apo, qui paraît un peu emprunté à la planète des singes. Derrière ça, il y a aussi une belle idée éditoriale, il y a l'adaptation de la couverture, de l'illustration de face de boîte au pays de distribution. Alors ça paraît pas grand chose, mais ça donne une identité un peu particulière aux différentes boîtes. L'idée c'est que notamment le monument à l'arrière-plan change, en France ça va être la Tour Eiffel, au Royaume-Uni,
Big Ben, ce genre de truc. Après, au-delà de cette idée éditoriale, j'ai pas grand chose à dire d'After Us. Personnellement, à sa sortie, j'en attendais pas grand chose non plus, parce que les retours m'avaient pas chauffé particulièrement sur le jeu. Je suis pas non plus un grand fan de Florian Siriex ou de son travail. Et en effet, après quelques parties, ça me laisse assez froid. Alors c'est un jeu où l'interaction est vraiment mineure, et je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça dans ce jeu, parce que vraiment on est dans du petit puzzle, où on essaie d'optimiser mieux que les autres ce qu'on arrive à faire avec. Je trouve même en fait qu'il y a une interaction qui existe, qui permet, pour faire court, d'utiliser ce que fait l'adversaire, je crois, et je trouve que ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. À la limite, j'aurais préféré qu'elle soit presque absente, parce que vraiment, ça semble là vraiment pour dire « Oh, mais si vous aimez l'interaction, premier, regardez, il y a un peu d'interaction dans notre jeu. » Comme si, pour satisfaire entre guillemets les personnes qui se plaignent du manque d'interaction dans un jeu, alors que c'est un choix de game design auquel on peut être sensible ou non, mais qui fait pas un bon ou un mauvais jeu à mon sens. C'est une critique qu'on entend quand même souvent dans certaines reviews, donc voilà, peut-être que ça a été là pour dire mais si, il y a d'interaction, rassurez-vous. Après bon voilà, au-delà de ça, c'est un jeu que je vais oublier assez vite. L'aspect puzzle, l'idée c'est d'optimiser un peu ces cartes pour essayer d'en tirer le maximum à chaque tour, ces petites cartouches là qui sont un peu des cœurs du jeu, des cartouches qu'on essaye de coller pour les activer, pour en obtenir les ressources, et on va les activer dans un certain ordre, et donc il faut essayer à la fois de coller pour obtenir des ressources, mais aussi de les obtenir dans le bon ordre pour bien faire le bon petit enchaînement. C'est le cœur du jeu, je pense, et moi cet aspect-là m'ennuie un peu parce que c'est très puzzle, mais je pense que si vous aimez le côté puzzle de ça et le petit truc un peu optimisation de ce côté-là, c'est le principal attrait du jeu, et pour les gens qui aiment le jeu, je pense que c'est la principale chose qui les intéresse dans le jeu. De mon côté, c'est plus l'aspect un peu léger deck building que j'ai préféré, puisque on va faire ces histoires de trucs de collecte de ressources, et puis ensuite on va acheter des cartes qui vont donner une petite orientation à notre partie et qui vont différer selon les ressources qu'on arrive à utiliser. L'aléatoire du tirage, et il y a très peu de cartes qu'on va aligner, ça crée des tours plus ou moins frustrants, parce que des fois on se dit ah ouais mais j'ai pourtant pris cette carte et tout, là ça vient pas. Moi j'ai pas été plus frustré que ça par le jeu à ce niveau là, et par contre il y a d'autres tours où il y a tout qui s'aligne et où vraiment la résolution c'est assez satisfaisant parce qu'on a tout dans le bon ordre et on arrive à faire un bon tour. C'est aussi une course, je l'ai pas dit, mais ça c'est un truc que vous le savez j'aime plutôt, le système de course plutôt que de points fixes et de nombre de tours fixes. Et puis alors il y a des espèces de petits pouvoirs ponctuels qu'on peut déclencher en plus. Je vous avoue que je crois qu'il y en a 3 et dans les parties ça m'a paru assez facultatif, pas vraiment décisif dans la partie. Là-dessus pourquoi pas, peut-être qu'il y a des configurations qui donnent un peu des synergies, des dynamiques un peu plus intéressantes que ce que j'ai eu. Donc voilà, After Us, pas une sortie marquante de l'année. Je vous avoue que s'il n'existait pas, ça m'aurait pas manqué du tout. Je leur donnerais peut-être quelques chances, notamment, alors j'aime bien le côté en ligne parce que c'est facile à manipuler, je sais pas si j'aurais le même plaisir en physique, mais bon, il a quelques trucs qui l'empêchent d'être totalement inintéressant, jetez-y un œil, notamment si le côté puzzle que j'ai décrit vous attire. Subverti, c'est un éditeur dont j'apprécie plutôt les positions publiques, parce que finalement c'est assez rare les éditeurs qui vont afficher publiquement des convictions assez claires, voilà, en général on préfère se réfugier derrière l'économie et dire ah non, nous on va rien dire parce que nous on veut absolument que tout le monde achète nos jeux, donc on va s'aliéner aucun consommateur, aucune consommatrice. Par exemple, un exemple concret, c'est un des seuls éditeurs à avoir pris la parole publiquement lors du retrait d'Antifa de la Fnac l'année dernière. Donc de base c'est un éditeur qui m'est assez sympathique, d'ailleurs ils font d'autres choses que de l'édition, et je les salue s'ils passent par là, continuez comme ça, moi je trouve ça cool d'éviter de rester dans le oh non on va rien dire parce que c'est pas notre rôle. Ben si, en fait c'est aussi votre rôle parce que vous êtes des personnes publiques, enfin des entités publiques. Mais là donc on parle de Biomos, un jeu dans lequel on nous promet d'incarner, je crois, une planète et qu'on va un peu peupler d'écosystèmes divers et variés. Voilà, je dis je crois parce qu'autant vous dire qu'on ressent rien du tout d'autre qu'un vraiment un objet purement mécanique avec Biomos, alors que bon, dans l'idée, moi, incarner une planète, carrément, c'est quand même pas rien, et c'est quand même quelque chose d'attirant, et on le ressent pas trop dans Biomos. En fait, on est face à un petit truc d'optimisation, en physique, j'imagine, moi j'ai joué que en ligne, mais j'imagine qu'en physique, l'aspect glissière dans lequel on glisse nos petits écosystèmes, ça doit être rigolo à manipuler, mais bon, on se contente il y a des objectifs, voilà, divers qui vont nous rapporter plus ou moins de points, on va essayer de les réaliser, en essayant de mettre les bonnes couleurs au bon endroit, voilà. C'est vraiment un côté un petit puzzle quoi. Parfois peut-être qu'on va essayer de chipper un des contrats sous le nez de notre adversaire, faut rajouter à ça une petite couleur préférentielle où on met dans le coin de notre plateau en disant dis donc, si tu as des rouges, chaque rouge va te valoir 3 points, waouh. Donc bon, voilà, vous le comprenez, il y a un mode expert que j'ai pas essayé, j'ai joué avec Paul Guerra, que je salue si elle passe par là. Elle m'a dit qu'elle préférait en l'occurrence le mode de base, alors j'essaierai quand même par curiosité, mais je doute que ça change grand chose à mon ressenti.
Moi je vous avoue que ouais, les quelques parties que j'ai fait, ça m'a apporté pas mal d'ennuis. J'ai pas trouvé grande émotion dans Biomos. J'ai l'impression d'avoir joué et ressenti ça des dizaines de fois ailleurs. Et c'est pas le système de glissière qui fait que les sentiments de jeu sont vraiment différents en réalité. Donc voilà, c'est un jeu qui est oubliable, qui est oublié. Mais bon, Subverti, continuez à afficher vos convictions, c'est cool. Juste si en plus d'avoir des convictions publiques, vous pouviez sortir des jeux un peu plus marquants, ce serait parfait. J'avais très hâte de jouer à Catlantis, ne serait-ce que par son titre. Alors, pas qu'il promette monts et merveilles en termes mécaniques, mais j'ai rarement vu un thème si prometteur, ne serait-ce que donc par son titre et sa couverture incroyable. Parce que oui, donc dans Catlantis, il est question de chasse-sirènes, aux visuels tous plus extravagants les uns que les autres, qui provoquent des fous rires autour de la table quand on les prend en main, parce qu'on les regarde de près en se disant « Waouh, c'est pas possible, c'est à la fois très mignon et très cringe ». Bon, sinon c'est vraiment un jeu inintéressant au possible. Hein. En gros, il y a une rivière de cartes, on en prend deux, on les propose à un adversaire, cet adversaire en choisit une, il nous laisse l'autre, on ajoute ça à notre collection, et tout ça c'est pour marquer des points, selon des objectifs cachés au début de la partie, qui disent « Ah ben, si chaque queue de ce type-là va te rapporter des points, et chaque type de chat de ce type-là va te rapporter des points ». Et puis il y a quelques autres méthode de scoring pas très intéressante non plus. Le seul truc que je retiens, c'est cette offre à l'adversaire qui rappelle un peu des sensations d'I split you choose, de je partage et tu choisis. Sauf que là, on partage même pas en fait, juste parmi la rivière, on prend deux cartes et puis on propose, on essaye de voir ce qui peut intéresser l'adversaire, mais pas trop, parce que nous, on veut aussi que l'adversaire nous laisse ce qui nous intéresse et on veut pas non plus que cette personne bénéficie trop de la carte récupérée. En vrai, les objectifs de chacun ou chacune sont très vite transparents, donc bon. Voilà, et derrière, pourtant, ce qui est étonnant, c'est que derrière le jeu, on a quand même un collectif qui est assez plébiscité, un Prospero Hall qui fait quand même pas mal de jeux assez reconnus. Mais je vous avoue que ouais, y a pas grand chose à en sauver moi de Catlantis, qui en plus d'être pas très intéressant, se paye le luxe d'être beaucoup trop long en termes de durée de partie. C'est tellement long que, voilà, il durerait 10 minutes, on s'ennuierait 10 minutes, mais là, on s'ennuie pendant trop longtemps. Mais bon, au moins, quitte à faire des jeux qui sont pas intéressants. Il y en a beaucoup des jeux aussi nuls que Catlantis qui sortent, mais là, essayez de les faire avec ce genre de thème, ce genre de visuel, parce que pendant la partie, au moins ça fait naître des rires, parce que il y a ce côté très what the fuck de ce qu'on tire comme carte, et mine de rien, après la partie, ça laisse un souvenir d'avoir joué à quelque chose qui est nul, mais où il y a très peu de thèmes qui ont cette proposition éditoriale. Alors aucune proposition ludique intéressante, mais au moins il laisse des souvenirs, ce qui n'est pas le cas de tous les jeux quelconques ou mauvais qui sortent depuis des années. Premier jeu de cartes du mois, Dobro, ça a été édité par l'éditeur brésilien Grog Games, que moi j'ai découvert parce qu'il a réédité Trick of the Rails, dont je vous parlais il y a quelques mois. C'est un jeu qui par ailleurs est disponible gratuitement sur l'application Boardable, qui a été le principal support de mes parties. On est dans un jeu d'escalade où si on veut pas ou si on veut pas monter, on récupère les cartes du tour en cours, et l'idée c'est que moins on a de cartes, mieux c'est, plus on marquera de points. Donc la base elle est vraiment toute simple. Voilà, il faut poser des cartes. Sur la carte précédente, il faut poser une valeur supérieure, mais il y a les fameux doubles, j'imagine le titre double, des doubles qu'on peut créer soit en posant une carte de même valeur que la précédente, donc par exemple il y a un 4 qui est posé au milieu, je pose un 4, ça fait 8, ou soit deux cartes de la même valeur de notre main, donc j'aurais aussi pu poser 2 4, ça ferait 8 également. Vous ajoutez à ça quelques cartes spéciales à la Uno pour changer de sens, pour passer son tour, pour dire ah ben ça c'est la valeur de mon choix, et vous avez un jeu très classique, très dépendant de la pioche, dont on fait le tour assez vite, et pourtant j'avais l'impression qu'il y avait un peu quelque chose à en tirer ou quoi, mais j'ai essayé plusieurs configurations, mais à 2 ou 3, ouais, c'est très ennuyeux, pas beaucoup plus de contrôle en fait, parce que je voulais essayer de voir s'il n'y avait pas justement plus de contrôle en essayant de punir le joueur, la joueuse qu'on souhaitait, et à 6, bon, difficile d'avoir la main sur quoi que ce soit, vous en doutez, hein, c'est pas un problème en soi, mais c'est pas plus intéressant pour autant. Et alors vous rajoutez aussi un truc, un élément qui moi m'énerve dans les jeux et que je trouve nul dans ce genre de jeu, c'est que si on oublie de piocher à la fin de notre tour, donc à la fin de notre tour on est obligé de piocher, donc c'est pas un jeu de défaut, ça, hein, c'est vraiment un jeu d'escalade, et on essaie juste de récupérer moins de cartes que les autres. Mais donc si on oublie de piocher à la fin de son tour, on pioche autant de cartes normalement que ce qu'on a joué, donc si je joue un double avec 2 cartes, je pioche 2 cartes, et si on oublie, on récupère une carte malus. Voilà. En gros, si c'est une carte qui peut tourner, s'il y a plusieurs personnes qui oublient au cours de la manche, c'est une carte quand même assez punitive parce qu'on marque pas tant de points que ça dans une partie, elle enlève complètement un point à la fin de la manche à la personne qui la possède à la fin. Je trouve ce genre de règle très nul. Pourquoi est-ce qu'il faut piocher, y penser, et que on est puni si on n'y pense pas? Enfin, ça n'a aucun intérêt. Un peu comme le contre Uno, vous savez, je trouve ça un peu nul. Là, en plus, c'est vraiment une règle qui arrive comme un cheveu sur la soupe, ça apporte rien. Donc bon, ça achève une expérience que je joue parfois en automatique, j'ai quand même pas mal joué, mais je vous avoue que ça m'apporte pas grand-chose et que c'est pas un jeu qui m'intéressera de jouer au moyen terme.
Comme After Us, comme Biomos, on est dans une proposition récente, au titre français qu'on peut questionner, hein, parce que l'original c'était Forest Shuffle, ça me paraît plus élégant que Forêt Mixte, même si ça m'a permis d'apprendre ce que voulait dire une forêt mixte, mais bon, voilà, on peut aussi questionner la raison d'exister de ce genre de jeu qui vraiment apporte rien au schmilblick ludique, et il y a tellement de jeux qui sont édités que pourquoi continuer à éditer des jeux qui ont les mêmes sensations que tous les jeux qui existent à peu près, et pourtant dans la promesse il y avait quelque chose, hein, j'y suis quand même allé avec curiosité parce qu'il y a ces cartes multi-usages qui sont séparées à la verticale ou à l'horizontale, et moi ça me donnait un petit goût d'innovation de jeu de cartes ludique. Et du coup, avant d'essayer ma partie, là je me disais, ah ouais, les cartes à multi-usage, j'aimais bien ça aussi dans la gloire de Rome et tout, et c'est porteur potentiellement de pas mal de choses. Et ben en fait, oubliez, hein. C'est du multi-usage, mais pas vraiment, c'est juste des cartes séparées en deux finalement. Ça a jamais ni la folie ni le vertige de ce que provoque le jeu de cartes ludiques, hein. Et finalement, le résultat, c'est que les illustrations coupées comme ça, surtout quand elles sont coupées à la verticale, c'est pas très joli. En plus, même si on les glisse, donc on voit pas l'autre partie coupée, mais c'est pas très élégant. Sinon, voilà. On est dans du truc déjà vu, les interactions entre les cartes, pareil, c'est très très classique, il y a très très peu d'enjeux, là encore on est dans de l'optimisation, on va essayer d'optimiser notre petit positionnement pour marquer des points, c'est des parties qui en plus je trouve super longues, enfin vraiment interminables quoi, d'autant que comme dit je m'ennuie dès les 5 premières minutes, mais là ouais, waouh, enfin pourquoi c'est si long, pourquoi on attend la 3e carte hiver et qu'on ait finalement presque vidé le paquet de cartes, insupportable, et c'est très très répétitif, il n'y a aucun truc qui va donner un peu de peps au jeu. Moi ce que j'en retiens quand même, parce qu'il y a quand même un truc qui a attiré de ce jeu là, même si c'est pas novateur ni rien, mais j'aime bien ça aussi dans d'autres jeux, c'est que le coût des cartes, c'est avec d'autres cartes, donc on est obligé de dégager des cartes de sa main pour en poser d'autres, et ces cartes qui vont finalement être une monnaie, il y a un truc chouette aussi en termes de tempo et d'interaction, c'est l'interaction la plus intéressante du jeu, c'est que quand on les paye, on les rend disponibles aux adversaires, et du coup ça peut créer des ouvertures, qui est quelque chose que j'aime bien, et parfois on se défausse de cartes que nous on espérait quand même pouvoir réaliser, donc des fois on les défausse en disant j'espère qu'il va pas la prendre, comme ça je pourrais la récupérer au prochain tour, ça c'est plutôt cool, ça suffit pas à faire du jeu un jeu qui tient toute la partie, mais c'est un système que j'aime bien, notamment à deux, ça installe de la tension, notamment aussi il y a cette rivière là de cartes qu'on crée petit à petit, et ben il y a moyen de la vider si on atteint un certain seuil de cartes, du coup il y a aussi moyen de couper l'herbe sous le pied des adversaires en disant je me défausse mais vous les aurez pas, paf, parce que je vis de la rivière, tout ça j'adore ce genre de relation avec les autres, mais bon, je dirais que c'est vraiment annexe, pourtant c'est un truc important et c'est vraiment ce que j'en retiens, mais l'ennui, ça enlève pas l'ennui que je ressens en faisant des parties de forêt mixte quoi. Je trouve que le tout est vraiment trop fade, que ce soit les interactions internes à notre petite forêt et les interactions des cartes entre elles. C'est un jeu vraiment beaucoup trop scolaire. Il a oublié un peu son âme malheureusement en forêt, donc c'est un peu triste, c'est dommage. Continuez à faire des jeux avec des cartes à multi-usage, mais qui les utilise un peu mieux que ça s'il vous plaît. Uwe Rosenberg, une fois de plus, il continue de décliner des idées qu'il a déjà eues, parfois il les mélange, et alors avec Framework, on est dans la suite de Sagani et de Nova Luna, donc le premier Sagani c'était déjà un héritier du second, donc de Nova Luna, sachant que Nova Luna était une refonte d'un jeu de Corneille Van Morsel, Habitat, auquel j'ai pas joué, et donc Framework, il reprend de Sagani en fait son système de choix de tuiles, pour créer notre tableau et tous nos objectifs, et c'est un choix que j'aimais moins que celui de Nova Luna qui lui était hérité de Patchwork. Et par contre, il reprend à la manière de scorer de Nova Luna, là où Sagani était beaucoup plus punitif avec justement quand on posait une tuile, on s'engageait à finir ses contrats et tant qu'on le faisait pas, en fait, on pouvait pas refaire des nouveaux objectifs, voire on était puni, ce genre de truc. Et c'est un système qui avait un peu plus de personnalité, je trouve, que celui de Nova Luna. Alors je suis pas un grand fan ni de Nova Luna ni de Sagani, parce que pour moi c'est des propositions vraiment trop puzzly, un peu trop brain pour moi. J'aime pas trop ce genre de truc d'optimisation. Mais là, je vous avoue que Framework, il prend de chaque jeu les éléments que j'aime le moins, donc c'est un peu dommage parce que je préférais le système de scoring de Sagani et ça marche pas, et je préférais la manière de prise de Nova Luna et là il a pris l'autre. Donc voilà, et en plus de ça, vous rajoutez à ça que les tuiles de Framework qui ont des petits cadres, et elles peuvent avoir plusieurs couleurs, ce qui complique encore la lisibilité et la lecture du jeu, donc sans surprise je vais pas du tout accrocher à ma seule partie, je suis pas un grand fan comme dit de ses ancêtres, et vu qu'il en prend ce que j'ai le moins aimé, je pouvais difficilement aimer l'enfant. Donc peut-être si à l'inverse de moi vous aimiez dans Nova Luna et Sagani
ce que moi je n'ai pas aimé, donnez-lui sa chance. Moi je vous avoue que j'irais plutôt, quitte à choisir, vers soit Nova Luna soit Segani, mais certainement pas vers Framework. Octobre, comme chaque mois ou presque, Octobre a son Reiner Knizia, et fait plus rare, il se retrouve dans la catégorie des choses décevantes, et finalement dont l'histoire un peu de la création est plus intéressante que le jeu en lui-même, parce que alors comme le nom l'indique, James Rizzi, ça devait être peint par, illustré par un artiste peintre américain que je ne connaissais absolument pas, et du coup le jeu m'a permis de connaître cette existence, et en fait c'est un jeu qui devait faire suite chez Cosmos, un jeu qui faisait aussi office d'objet d'art, qui était en collaboration avec Friedensreich Hundertwasser, que je ne connais pas plus que je ne connaissais James Rizzi, et finalement c'est un jeu qui n'a jamais été édité, mais bon, ça n'empêche pas d'y jouer, les règles vous les trouvez facilement, il suffit d'un petit paquet de cartes, vous enlevez en fait juste les cartes qui vont de l'As au 7 dans chaque couleur, et vous pouvez jouer à James Rizzi. C'est du jeu d'escalade à 2, et en gros il y a 3 piles qui au début sont vides, des piles imaginaires, mais il y a 3 piles sur lesquelles on peut poser des cartes, et à partir du moment où il y a une carte sur une pile, et ben on peut poser dessus qu'une valeur de n+1, par rapport à la valeur précédente, donc si j'ai un 3 je peux poser qu'un 4, j'ai pas le droit de poser un 5, un 6 ou un 7, et par contre pour entamer une pile, et ben on peut mettre la valeur qu'on veut, sachant qu'il n'y a pas de boucle du 7 au 1. Ce qui est souvent le cas chez Knizia dans la map par exemple, on pouvait boucler, là non. Et dès qu'on peut pas jouer, en fait on a perdu et on marque autant de points que le nombre de cartes encore en main, le but étant d'avoir le moins de points possible, soit avec un nombre de manches prévues à l'avance, soit avec un nombre de points seuil qui dit qu'on a perdu la partie. Donc l'idée c'est quand même de ne pas prendre de points, et donc d'éviter de ne pas pouvoir jouer. Et c'est tout. C'est 5 minutes à peu près, et je vous avoue que pourtant j'ai essayé, j'ai d'abord essayé en numérique, j'étais pas convaincu, donc j'ai essayé en physique parce qu'il est facile à émuler, et j'ai quand même essayé des embryons de stratégie comme très vite tuer une pile en mettant tout de suite une valeur haute, et je vous avoue que même après plusieurs parties, j'ai pas trouvé quoi que ce soit d'intéressant dans le jeu, ce qui est quand même assez rare pour un Knizia, souvent il y a quand même quelque chose que j'en retire. En plus, j'ai pas de rejet moi pour des jeux du genre des petits jeux de cartes d'escalade qui sont légers, qui sont presque inconséquents, donc je sais pas si finalement c'est pour ça qu'il a pas été édité, parce qu'il était pas fou, j'en doute un peu parce qu'en général Knizia, même ces jeux pas fous il arrive à les faire éditer, mais en tout cas bon, il m'aura servi à découvrir l'artiste James Rizzi, et c'est un peu tout parce que le plaisir lui il est resté absent chez toutes les personnes avec qui j'ai joué. Voilà un énième petit jeu de cartes, encore un, qui trouve sa place dans la collection de Gigamic avec les boîtes métal, vous savez, genre c'est ce qui prend, salade de points, etc. Et c'est ce qui prend qui est un grand classique du genre, chacun essaye de retrouver un peu ce côté classique du 6 qui prend, pour avoir un peu le même succès mainstream. Et alors parfois, comme il y a quelques mois avec Mind Up, ça fonctionne plutôt bien, avec une filiation qui est évidente, mais quand même quelques idées pour le sortir du lot et offrir une bonne expérience. Et d'autres fois, bon on va pas se mentir, la plupart des fois, ça donne des trucs sans intérêt, comme ce Line It, qui offre vraiment aucun enjeu, dont chaque choix est assez évident, il n'y a pas de tension, la manière de gérer les points c'est pas intéressant, en fait le seul argument de vente de l'éditeur c'est, il est sorti en début d'été, c'est « Oh c'est un jeu facile à sortir pour votre été », c'est pas un bon jeu, non mais par contre c'est facile à sortir, donc ça va, vous avez votre été sauvé. Sauf que en fait, des jeux faciles à sortir pour mon été, que ce soit récent ou pas, j'en ai plein qui sont meilleurs que Line It, donc votre argument marketing, vous pouvez vous le garder. Vous vous rappelez, je vous ai parlé là de Catlantis il y a quelques minutes, et je préfère 1000 fois une proposition comme Catlantis, qui au moins, Catlantis a un parti pris, et ça me fait marrer quand j'y joue. Alors que Line It, voilà, c'est des cartes avec des chiffres, enfin des nombres, pardon, et en fait, l'âme visuelle, bon pour le coup il y a une cohérence, parce que ouais, cette âme visuelle, c'est la même âme que celle des enjeux ludiques, c'est-à-dire que c'est une âme assez proche du néant. Et qu'est-ce que j'y peux moi ? Qu'est-ce que j'y peux si toutes mes déceptions ou presque, c'est des trucs récents qui semblent enthousiasmer les gens ? Je le rappelle quand même, j'aime bien le rappeler, j'ai aucun intérêt moi à ça. J'aimerais beaucoup que j'ai que des tops chaque mois, notamment dans les nouveautés. Et pas que avec des jeux de 96 qui ressortent, comme Expédition, c'est à ça que je fais référence. Alors celui-là, Planet Unknown, il était attendu, un gros Kickstarter qui était vendu par Lazy Susan, ce système de prise des polyomino qui fait penser à un truc qu'on met au micro-ondes, ou à un plateau apéro. C'est un jeu qui a eu des prix, je crois récemment il a eu le Deutscher Spielepreis, ce genre de truc. Et j'avoue que moi j'étais assez curieux parce que j'aime bien les trucs où on peut monter sur des pistes, où on peut déclencher des effets en cascade, je suis pas réticent au polyomino. Par exemple j'aime bien Rise du côté des pistes, mais Rise lui il a un système d'action cool, il pose des questions, il nous engage sur nos choix, il a des enjeux. Là, pas du tout. Dans Planet Unknown, absolument pas. Il y a tout qui rapporte des trucs de manière à peu près égale, il y a presque jamais de mauvaises décisions, il y a tout qui se vaut, tout se place un peu comme on veut,
Alors il y a cette histoire d'adjacence, mais elle disparaît vite finalement. Et on finit souvent à pas trop de points de différence, et quand bien même on finirait à plusieurs points, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour autant qu'on a mal joué, et je vous avoue que moi pendant ces quelques minutes, dizaines de minutes où j'ai joué, j'ai l'impression d'avoir à peu près rien fait, c'est pas l'impression d'avoir été stimulé à aucun moment. Alors j'ai joué que seul ou à deux. Dans ce cas, donc tout seul ou à deux, il n'y a pas le choix des tuiles qu'on veut récupérer, et surtout celles qu'on va imposer aux autres, parce que normalement à partir de 3, on tourne la Lazy Susan face à l'emplacement qu'on veut, ce qui fait qu'on peut imposer aussi des choix aux autres qui les arrangent peut-être pas, mais en vrai tout arrange tout le monde, donc c'est pas le cas. Mais en fait je trouve que que ce soit seul ou à deux ou à plus, c'est nul dans tous les cas, parce que ici du coup, seul ou à deux en fait, on tourne d'un cran à chaque fois la Lazy Susan, donc ça permet de calculer si on voulait des tours à l'avance, parce qu'on voit ce qui va venir, on pourrait essayer d'anticiper un petit peu, et dans l'autre cas où on choisit quel lot de 2 on veut et quel lot de 2 les autres auront, je trouve que ça favorise l'aspect un peu plus statique de l'analyse, avec le temps de alors qu'est-ce qui va pas t'intéresser, qu'est-ce qui va m'intéresser plus, quel équilibre je fais entre tout ça, voilà, qui est pas forcément un truc que j'aime. Mais en fait, comme tout se vaut justement, comme rien n'est mauvais, on s'en contrefout, et ce côté paralytique, il apparaît je pense pas trop même à 3, parce que on s'en tape. Et pareil pour l'anticipation, en fait on la met pas en place parce qu'on s'en contrefout. Du coup on se retrouve à prendre des trucs, à augmenter partout, à pouvoir se spécialiser sans que ça ait grand impact. On gagne des améliorations qui là encore vont retirer en plus des contraintes, pas apporter grand chose de plus. Et je vous avoue que les émotions apportées par Planet Unknown, c'est assez désolant, c'est très très scolaire, c'est vraiment... J'ai l'impression d'avoir joué à ce genre de jeu des centaines de fois. C'est un jeu qui se vend encore sur son matériel, un matériel qui en plus du coup ne sert à rien en termes de dynamique ou d'émotion de jeu, c'est du pur gimmick, et c'est là un peu pour dire hey regardez comme c'est joli, en fait c'est là pour cacher la fadeur de l'ensemble du jeu. Alors on sait jamais, je vous avoue que j'ai pas encore essayé les modes avancés, j'ai joué que avec le mode de base, donc sans asymétrie. J'essaierai, suivez un peu les autres formats où parfois je fais des updates sur mes découvertes, peut-être que ça apporte quelques dynamiques spécifiques, j'ai regardé un peu, ça m'a pas l'air de changer l'essence du jeu, donc bon voilà, mais bon peut-être que les level design des différentes planètes ou les améliorations vous permettent de sentir un peu autre chose, mais bon le système comme dit va rester le même, et moi je demande qu'à me tromper, parce que encore une fois, moi je demande qu'à aimer les jeux, mais je crois pas que ça va suffire à me faire ressentir autre chose que des soupirs et de l'ennui face à ce jeu. Seiji Kanai, c'est un auteur que j'admire énormément pour Love Letter, que j'admire aussi pour Brave Rats. C'est deux jeux que je trouve assez incroyables tant dans leur proposition que dans leur exécution, et qui sont très importants pour moi dans l'histoire du jeu de société, notamment Love Letter, et donc il fait partie naturellement des auteurs que je suis, comme les auteurs que j'admire, comme Knezia, comme Rosenberg, et j'espère vous parler le mois prochain de Wizard's Cup, qui me paraît autrement plus intéressant que ce Quick Shot là qui est sorti en français chez Banquise, qu'on présente parfois comme un héritier de Love Letter, parce que Love Letter s'est vendu, donc c'est bien de le présenter comme ça. Effectivement il y a des cartes à pouvoir, mais effectivement il y a bien une simplicité de jeu aussi qui caractérise Love Letter, mais Love Letter, la différence c'est que cette simplicité est d'autant plus brillante qu'on a l'impression d'avoir du pouvoir entre les mains, et qu'on a de l'enjeu quand on joue, quand on fait pas les choses un peu de manière random et sans intérêt. Finalement je trouve que plus que Love Letter, on est dans une suite du Roi des 12 qui est un jeu purement de guessing, très très hasardeux, sans trop d'éléments sur lesquels appuyer son guessing, mais sauf que dans le Roi des 12, c'est des pouvoirs ou des situations qui sont plus amusantes, il y a la manipulation des dés et tout qui est plus fun. C'est pas le cas dans Quickshot, je trouve que les effets sont chiants, je trouve que les situations sont pas drôles, ne sont pas surprenantes, il n'y a pas de satisfaction à gagner, il y a juste le fait que quand on gagne, c'est juste en gagnant la dernière manche qu'on gagne, ça c'est plutôt rigolo comme idée, c'est pas novateur non plus, mais c'est plutôt rigolo. Et en plus d'un jeu qui est quelconque, et c'est vraiment là qui vient enfoncer le clou, il y a un travail d'édition qui est inacceptable en fait, surtout pour un jeu de ce calibre. Typiquement des petites erreurs, des incohérences sur des cartes Dark Nova ou quoi, vu le nombre de cartes, alors c'est chiant mais ça peut se comprendre. Sur un jeu avec juste 8 cartes différentes, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des imprécisions, il y a des retours aux règles, il y a du wording, vous savez, la manière dont est phrasé le texte des pouvoirs, c'est pas adapté, c'est pas cohérent. Il y a des moments où ça parle de personnes, d'autres moments où ça dit quiconque, d'autres moments où juste les 4 et les 5, on sait pas si c'est les personnes ou les cartes que ça vise. Il y a des... Sur le 1, le truc, plutôt que de dire qu'il peut pas être ciblé, c'est juste on peut pas être éliminé, mais sauf qu'il y a une carte qui n'élimine pas mais qui peut quand même pas le cibler, et que c'est pas expliqué sur la carte 1, c'est expliqué dans les détails, enfin, c'est abusé, c'est ouf. Et je pense que du coup c'est ma plus grosse déception du mois, déjà d'un point de vue ludique, mais pas seulement, parce que à la limite, d'un point de vue ludique, je trouve que Planet Unknown n'est pas plus intéressant ou quoi, mais disons que l'édition vient rajouter à ça quoi. Où là, t'es là et tu te dis waouh, comment vous pouvez foirer une édition pareille alors que
alors qu'il y a que quelques cartes. Et je vous avoue que ouais, bon, les retours que j'avais eus m'avait un petit peu préparé. Je suis pas non plus un fanboy ultime enfin j'aime beaucoup Seiji Kanai, mais c'est pas pour autant que je vais me dire que chacun de ces jeux va être une tuerie, hein. Je sais bien que non. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, j'ai parlé de Quickshot chez Proxy Jeux un peu plus longuement dans le format T'as joué à quoi, je vous mets ça dans la description, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. En tout cas, grosse déception, et encore une fois un travail d'édition qui est tout simplement pas acceptable, quoi. Voilà, j'avais prévenu le mois dernier en conclusion, mais oui, le mois d'octobre était quand même, côté déception, assez fourni. Et il y a des choses que j'aurais préféré ne pas voir prendre de place dans un calendrier qui est toujours trop plein de nouveautés, qui apporte pas grand chose au schmilblick ludique, qui reste visible une semaine avant de disparaître, d'être remplacé. Rassurez-vous, donc beaucoup de déceptions et des trucs vraiment notamment dans les nouveautés, mais rassurez-vous, je disais, il y a aussi plein de trucs qui sont cool, qui sont prometteurs, donc j'espère même qu'ils deviendront peut-être des tops après plus de parties, et donc on est parti pour les expériences ludiques plaisantes. Cool. Des jeux édités par Roleplay, je commence à en avoir pas mal, mine de rien. Souvent ça passe par financement participatif, mais il est aussi possible de se les procurer après coup. Et en général, c'est des jeux que je trouve très élégants en termes de visuel et de matériel. Et souvent, mécaniquement, ludiquement, il y a toujours un petit truc pour titiller ma curiosité. Alors le premier à se retrouver dans ces impressions à chaque fois du mois, finalement c'est pas Sail, c'est pas Nine Lives, c'est pas Ghost of Christmas, ce qu'on aurait pu croire vu que c'est tous des jeux de pli, mais c'est bien Dandelions, Dandelion, hein, le pissenlit, qui reprend un jeu en fait qui était appelé Burst. Il y a beaucoup de jeux de cet éditeur qui sont des reprises de jeux japonais précédents et qui utilisent un peu ce thème floral qui rencontre, je trouve, plutôt bien ses mécaniques. Alors on est dans une espèce de cours qui va boucler, ou voilà, de ronde, on va avancer petit à petit, on va retourner au début, voire même de roll and move, parce qu'on va déplacer notre petit pion du nombre de cases indiqué par un dé. Mais ce qui va faire un peu l'intérêt et la différence de Dandelions, c'est que c'est 11 dés, on a chacun ou chacune 11 dés, et on va les lancer au tout début de la partie. Et à chacun de notre tour, on va choisir un dé, et on va avancer de ce nombre de cases. Donc c'est quand même quelque chose de différent. Bon, il y a une case qui permet de relancer les dés qu'on n'a pas encore utilisés, mais ça reste assez superficiel. Mais moi j'aurais même préféré d'ailleurs que cet effet-là il soit à 1 ou 2 espaces en plus, ça aurait été plus rigolo je trouve. Et alors le but, pourquoi est-ce qu'on avance? C'est parce que quand on avance, on se place sur des pétales qui vont rapporter plus ou moins, mais ceux qui rapportent le plus, il est un peu plus dur de trouver une place parce qu'il y a moins de place justement, et aussi on va essayer de viser des majorités en posant plus de dés que les autres sur tel ou tel pétale pour marquer tous les points qui sont sur nos dés. Voilà, c'est tout simple, ça propose pas des choix d'un enjeu foufou, même parfois ça pourrait mener à un peu trop de calcul si on regarde tous nos dés et puis ceux des adversaires, mais je trouve que les petites règles annexes qui permettent justement de déplacer certains dés, quand on arrive sur un pétale où il y en a des de la même valeur, on déplace ces dés là en avant ou en arrière. Il y a aussi le côté rebond qui est assez thématique, où on rebondit sur les pions adverses. Si je fais 3 et que j'arrive sur un pion adverse, j'avance 2-3 de plus. Je trouve que tout ça, ça permet de dynamiser un peu le tout. Alors c'est un jeu qui se joue qu'à 2 ou 3. Personnellement, je conseille vraiment plutôt la configuration à 3 parce que c'est un peu plus vivant. Et d'ailleurs, j'ai fait beaucoup de parties à 2 avec ma compagne, mais après y avoir joué à 3, j'ai essayé une variante à 2 qui incorpore en fait un automa. Donc on joue chacun notre tour, puis on lance un dé pour l'automa et on le déplace d'autant que, selon les mêmes règles. Et si son dé arrive avec une valeur égale à un autre dé sur un pétale, et selon si c'est une valeur paire ou impaire, ça décale les dés de cette valeur là en avant ou en arrière. Alors que vous comptiez ou non le résultat du bot à la fin, alors déjà une chose c'est que on pourrait croire que c'est vachement random, mais en fait le bot perd toujours si vous comptez les points. C'est plus là pour nous embêter que vraiment être un adversaire, mais donc vous êtes pas obligé de compter les résultats, ça vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas effectivement cette variante ça permet de donner la vie qui manque parfois aux parties qui sont que à 2. Et enfin c'est un truc que je vous conseille quand même avec des enfants qui peuvent être assez jeunes, disons à partir de 5-6 ans. Alors le côté majorité et tout sera un peu compliqué à gérer, mais il y a quelque chose à apprendre je pense de ce côté roll and move, mais où je lance pas le dé avant d'avancer, où les dés sont déjà lancés. Et d'ailleurs ce qui peut être très frustrant, et ça peut fournir des sentiments un peu différents aux enfants par rapport à ce qu'ils ont d'habitude, c'est qu'on a nos 10 dés devant nous, nos 11 dés, ou enfin de moins en moins au fur et à mesure du jeu, et il y a un côté potentiellement un peu frustrant de voir tous ces dés et de pas pouvoir les lancer, et qui peut être intéressant en termes de sentiment de jeu. Alors ça peut être trop frustrant pour certains ou certaines enfants, à vous de voir, mais je pense que ça peut être intéressant à faire découvrir à des plus jeunes. Alors je sais déjà que tous les roleplay vont pas être aussi réussis que Dandelions, il y en a beaucoup qui vont être un peu plus quelconques, mais je trouve que Dandelions, c'est une très belle découverte pour commencer leur gamme. Vous connaissez la chanson,
un jeu abstrait, des infos complètes, moi j'aime pas. Voilà, j'aime bien décortiquer ces jeux-là, j'aime bien les analyser, mais moi je ne prends aucun plaisir à ces jeux-là, etc., etc. Je vous le dis à peu près tous les mois, mais voilà, j'adore les découvrir quand même, et toute règle a ses exceptions. Et Donuts est une de ces exceptions. Alors oui, le jeu d'origine qui était Insert, c'était autrement plus classe et élégant visuellement. Ça assumait le fait d'être un jeu très abstrait, avec ce côté en bois et de couleurs assez simples. Ça aurait été, je pense, parfait dans une gamme bois comme celle de Gigamic où il y a les quartos, les corridors, etc. Parce que finalement, en termes de réalisation sur table, en termes de présence sur table, comme on dit aujourd'hui, je trouve que des couleurs un peu unies sur un beau plateau, c'est quand même autre chose, autrement plus stylé que ces Donuts qui trouve aucune raison d'être là thématiquement. Voilà. Le choix d'édition de Funforge me laisse comme souvent un peu pantois. En termes, ouais, enfin, peut-être que ça se vend en plus, mais franchement, un beau jeu abstrait, c'est tellement beau et ça rend compte l'élégance du game design, quoi. Bref, passons sur cette déception-là qui est un choix d'édition. Attardons-nous plutôt sur le pourquoi. C'est plutôt un jeu que j'aime bien. Alors, c'est rien de bien nouveau. On est dans vraiment de l'héritage de jeux abstraits d'alignement, de retournement, voilà, côté puissance 4, etc., dont le nom finalement Insert, hein, ça retranscrivait bien le cœur mécanique qui, quand on s'insère, on retourne les jetons entre lesquels on s'insère, si c'est des jetons adverses. Donuts, ça laisse pas penser ça du tout. Et on retrouve pas mal aussi des contraintes de placement que Catala il avait utilisé dans Sobek de joueurs, où quand on pose un truc, ça va obliger l'adversaire à se poser dans telle ou telle ligne, sachant que je crois que les deux jeux, Insert et Sobek de joueurs, avaient été développés en parallèle, et au final, même si la mécanique de contrainte est la même, c'est pas du tout les mêmes jeux, Sobek est moins abstrait, voilà, le but, disons, de ces placements, c'est pas le même. Et alors c'est un jeu, j'ai l'impression que Catala aime bien faire ça aussi, c'est un début de partie très très ouvert, et où moi... Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à analyser au début. Je pense que voilà, les amoureux et les amoureuses du jeu abstrait vont pouvoir peut-être élaborer des stratégies dès l'ouverture, même si c'est un truc que j'apprécie plutôt aussi. Il y a une mise en place qui est pas fixe, contrairement à un plateau d'échecs qui, voilà, c'est 8 cases par 8 cases, on connaît là il y a quelques variations, ce qui fait que ça peut empêcher la stratégie à chaque partie en tout cas. Je vous avoue que moi, les débuts de partie, je fais un peu au feeling, mais finalement ce que moi je préfère dans Donuts, c'est, si j'ai le temps d'y arriver en tout cas, c'est la deuxième moitié de partie, parce que pour citer un autre Catala, c'est un peu comme dans Five Tribes, justement le plateau est de plus en plus plein, et les possibilités elles vont se restreindre, il y a un enfermement, un entonnoir, et du coup j'arrive à élaborer des stratégies à moyen terme, à plusieurs coups en tout cas, à 2 ou 3 coups, parce que les implications de mes coups sont plus limitées, et donc j'arrive plus à me rendre compte de l'impact de tel ou tel mouvement. Et je vous avoue que moi j'aime Five Tribes plutôt pour les mêmes raisons, j'aime pas trop le début de partie, parce que c'est trop ouvert, ça me fait mal à la tête, j'aime pas avoir envisagé les possibilités. Par contre dans la deuxième moitié de partie, c'est beaucoup plus clair, et en plus, donc il y a ce côté entonnoir qui moi me convient mieux au niveau du cerveau, mais qui en plus en termes de tempo et de rythme de jeu, je trouve que ça crée aussi une accélération où vraiment les tours s'accélèrent, et je trouve ça cool. Donc on est dans une mécanique simple, épurée, même si pour le coup c'est sans doute moi, j'ai encore parfois du mal à savoir si oui ou non je vais retourner les pièces adverses, mais c'est sans doute moi pour le coup, pas le jeu. Je pense que ça aurait gagné à rester dans une édition dans la même veine, aussi épurée et élégante que l'est le jeu. Perso j'en ai fait vraiment pas mal de parties, plusieurs de suite notamment, on fait la revanche et tout. Je pourrais accepter sans peine d'y rejouer, je vais pas l'acheter parce que ça reste un jeu abstrait, que c'est vraiment pas ce que j'apprécie, mais je trouve que quand même dans les jeux purement abstraits tels qu'il est Donuts, est vraiment assez concentré parce qu'on est vraiment sur des parties de 5 à 10 minutes, je trouve que Catala il est quand même assez fort. Si jamais vous aimez, je vous conseille de retourner sur d'anciennes propositions qu'il a pu créer dans ce genre-là, que ce soit Okiya, qui est aussi très cool, ou Button Up, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Weberson Santiago, avec cette couverture incroyable, il montre encore une fois toute l'étendue de son talent. Moi ça continue d'être un de mes illustrateurs favoris de la scène ludique, sans hésiter. Les plateaux, bon, ça fait plus un peu fichier Excel, mais bon, disons qu'ils ont le mérite d'être lisibles et assez élégants, mine de rien. Et heureusement, parce que c'est sur ces plateaux-là quand même que va se passer la plupart de la partie, avec des pistes sur lesquelles on va avancer. Je parlais de Planet Unknown et de Rise, là aussi on va avancer sur des pistes, parfois en petite cascade. Alors c'est pas une cascade de fou, c'est pas comme dans Rise où on va faire tac, puis tac, puis tac, puis tac. Ça va arriver, mais c'est quand même plus rare. Et on va avancer sur des pistes pour marquer des points à différents moments de la partie, et selon différentes conditions qui sont mises un peu de manière random au début de la partie, mais on s'en fout un peu de ce côté-là. Moi c'est clairement pas ça qui a retenu mon attention. J'aime bien certains scoring, notamment les sculptures, je le trouve plutôt cool. Le reste c'est quand même très classique. Bon, voilà, ça apporte pas de grande émotion. Je vous parlais de Planet Unknown, bon, on est un peu dans cette veine-là, c'est pas quelque chose qui m'enchante.
Mais le cœur du jeu, pour moi, c'est ce qu'annonce le titre, hein, The Great Split, la mécanique de I Split to Choose, où on va splitter, donc partager avec ses voisins et ses voisines, et on va se répartir des cartes comme ça dans des petites enveloppes, et on va en récupérer nous aussi, et tous ces petits trucs partagés, chacun va en prendre un petit bout, et ça va finalement déterminer des actions qu'on va pouvoir activer, et les pistes sur lesquelles on va pouvoir avancer. Alors c'est pas le premier jeu à proposer le I Split to Choose, hein, loin de là, il y a Anami Koji, hein, que j'aime beaucoup, qui le fait au service plutôt d'un jeu de majorité, mais c'est quelques actions qui font ça, mais très très bon jeu. Il y a Chantilly qui est plus centré sur cette mécanique, il y a Tussimusi aussi qui propose ça avec un scoring qui est un peu moins passionnant, mais comme le stop ou encore, c'est moi une mécanique qui a tendance à me parler. J'aime bien le I Split to Choose de manière générale. Pourquoi ? Parce que et en plus je trouve que voilà, contrairement à d'autres mécaniques, c'est pas un truc qui est surutilisé, mais donc j'aime bien cette mécanique parce que tout de suite ça crée des décisions, juste parce que cette mécanique crée des décisions intéressantes et crée des enjeux simples. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ce que je vais pouvoir séparer ? Qu'est-ce qui va intéresser l'adversaire ? Comment est-ce que je vais faire pour pousser l'adversaire à prendre ça pour me laisser ce que je veux, sans non plus que, parce qu'il le prend, ce soit trop avantageux pour lui ou pour elle. Parce que du coup, j'ai quand même envie de marquer plus de points à la fin de la partie. Dans ce choix qui m'est offert là, parce que moi aussi je reçois des trucs qui ont été partagés, est-ce que finalement je ferais pas mieux de prendre le truc un petit peu moins bien, mais en même temps ça me permettra de refiler un truc vraiment pas terrible à l'adversaire. Donc c'est plein de petits moments de choix qui vont en fait créer de l'interaction et inviter à regarder les plateaux des autres, à regarder ce que chacun a fait, à observer un peu les progressions sur les différentes pistes. Et ce qui est intéressant aussi avec cette mécanique, c'est que c'est pas punitif, c'est pas du take that, parce que finalement en fait on ne fait que rendre à une personne ce qu'elle nous a proposé. Donc en fait on est un peu l'architecte de sa propre frustration. Alors même si voilà, bon, le but, comme dit dans The Great Split, de ce jeu partage tu choisis, je le trouve plutôt anecdotique, c'est pas le truc qui m'enchante le plus. J'avoue que l'épure globale de The Great Split et sa mécanique principale, ça suffit à me faire enchaîner des parties. C'est des parties qui se ressemblent un peu, hein. C'est pas parce qu'il y a des cartes un peu différentes au début, ou des rôles un tout petit peu asymétriques, que ça va remettre en cause cette sensation de routine, de un peu ronronnant, vous voyez, de jeu, où finalement une ou deux parties on a fait le tour des sensations qu'il a à offrir. Reste que j'en ai pas fait qu'une ou deux parties, j'en ai fait 5 ou 6, et j'ai quand même à chaque fois le même plaisir de remettre le couvert à The Great Split, que je trouve vraiment assez agréable à jouer, malgré toutes les réserves que j'ai dessus, tout simplement parce que sa mécanique principale est une mécanique qui moi me parle en termes de sentiment de jeu. Donc c'est pas une réussite complète, loin de là, il y a pas mal de petits trucs qui me dérangent, mais quand même une agréable découverte. Le premier jeu de cartes de cette catégorie, des jeux que j'ai trouvé plutôt cool, Shinigami Preschool, donc on peut aussi appeler Grim Reaper Preschool, hein, parce qu'il a été renommé comme ça lors du financement participatif, je crois que c'était en août. C'est un jeu vraiment hyper facile à émuler, qui fait partie des jeux du genre, donc jeu de pli très très léger, mais dont j'aime moi plutôt bien le petit espace de décision qu'il offre. Il offre suffisamment de choix et d'enjeux pour que ça me plaise, contrairement à James Rizzi dont je parlais un peu plus tôt. Alors en termes de règles, on est vraiment dans du bête jeu de pli, must follow, il faut suivre à la couleur, mais avec une petite nuance parce qu'on peut aussi suivre à la valeur. Donc si on joue un 3 bleu, on peut soit jouer du bleu, soit du 3. Ou bien si on n'a aucun de tout ça, on peut jouer ce qu'on veut. Mais de base, faut savoir que si on suit à la valeur, ça suit un peu les règles de qui gagne le pli. Et donc ça twiste un peu le truc. Mais là où le jeu tire son épingle, c'est que, voilà, on pourrait dire, ah ok, blablabla, et c'est pas très intéressant ce petit truc. Mais là, du coup, c'est la manière de marquer les points qui va permettre de donner de l'intérêt à ce double suivi et à ce changement de règle, puisque les points on va les marquer selon le nombre de cartes qu'on a de chaque valeur. Je crois qu'en gros si on a X ou X cartes on va marquer 1 point ou 2 points, et si on a une ou 3 cartes de la valeur c'est 0 par contre. Donc voilà, il y a cette histoire d'essayer de trouver pile la bonne valeur pour marquer des points. Il y a aussi un système de collection où si on arrive à avoir toutes les cartes d'une couleur, on marque vraiment pas mal de points pour le coup. Alors c'est tout simple. Petit à petit, ça va créer une information parfaite, parce que les cartes qu'on récupère, on les garde visibles. Ça, je m'en passerai pour les phases de pli. Voilà, mais bon, cette information, c'est quand même le moteur principal de nos décisions. J'ai pas essayé sans garder les cartes face visibles. À voir, ça pourrait peut-être marcher. Et on est vraiment dans du... alors je vais prendre ce pli là parce que ça va me rapporter des points. Celui-là je l'évite parce que finalement je suis à 2 plis et je pense pas réussir à faire les 4. Donc je préfère pas le prendre, celui qui me donnerait une 3e fois la valeur. Ah là je vois que lui il a déjà 3 valeurs, donc je vais le bloquer pour éviter qu'il ait la 4e fois cette valeur. C'est des conséquences qui sont en fait très très vite analysées et qui rendent le jeu très accessible. On voit très vite les enjeux qu'il apporte, mais ça suffit à régulièrement dire ah alors là je fais ce choix là parce qu'il y a une bonne raison pour que je le fasse, c'est pas juste je fais mon pli de manière automatique. Alors clairement ça va pas être un jeu très marquant dans le genre, c'est pas un jeu qui va marquer quoi que ce soit, mais il y a ces visuels, bon voilà, Saibepu for the win, hein, toujours magnifique, et il y a ces petits espaces de choix qui moi m'ont suffi à me convaincre. J'ai pas regretté de participer au Kickstarter, même si encore une fois pour y jouer, c'est ce que j'ai fait, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu de cartes. Je crois que c'est un jeu qui a rencontré pas mal d'impressions mitigées de la part des anglophones, des
les anglophones qui par ailleurs sont souvent assez positifs sur la plupart des jeux, et j'avoue que je comprends pas trop pourquoi. Alors effectivement c'est très léger, mais c'est le genre de jeu léger que j'aime, comme un 535, pas au point d'un 535, hein, mais comparé à un James Rizzi où vraiment j'ai pas l'impression d'avoir une grande prise sur le jeu, là il y a juste ce qu'il faut, un peu comme un Circus Locati ou quoi, pour que le côté léger, ça reste un jeu très intéressant pour moi. Donc voilà pour Shinigami Preschool, Grim Reaper Preschool, vous l'appelez comme vous voulez. Je parlais avec le jeu précédent d'avoir des enjeux réguliers dans un jeu de pli pour garder l'attention, donc c'était Grim Reaper Preschool, et c'est finalement le principal reproche que j'ai envers Hollyoak, qui est un jeu de pli de Thomas Lehmann, qui est quand même Thomas Lehmann, Monsieur Race, Force the Galaxy, et autres jeux Force the Galaxy, et Race Arcana aussi. Donc voilà, forcément déjà, le fait que cet auteur-là se mette au jeu de pli, ça m'intriguait. Mais au-delà de ce reproche, le système est vraiment cool. Ça me fait un peu penser à celui, je vous en ai pas encore parlé, mais de Seas of Strife, que vous connaissez peut-être sous le nom de Texas Showdown, avec justement la couleur dominante et gagnante qui peut changer au cours du pli. Moi je trouve ça super. Et ici en plus, c'est brillamment servi par le thème, parce que c'est le thème des saisons, et on peut changer de saison, et donc que ce soit l'été qui devienne la couleur qui gagne au lieu du printemps, même si c'est le printemps qui est engagé. Et ce thème, ça rend l'explication très claire et le système assez intuitif, c'est vraiment cool. Et en plus, ça procure aussi une dynamique qui est particulière, un rythme de jeu qui est plein de petites ruptures, qui donne un peu envie d'y revenir en disant « Ah là, est-ce que je change de saison ou pas ?» etc. Le souci, j'en parlais, c'est que voilà, la majorité des plis, la plupart des plis, ça présente très peu d'enjeux, parce que voilà, dans Hollyoak, on marque des points, et on arrête la partie dès qu'une personne atteint un certain seuil, donc ça dépend du nombre de joueurs et joueuses, hop, si on atteint X, la personne qui a le plus de points a gagné. Et pour marquer les points, alors soit on arrive à ne prendre aucun pli, ce qui est quand même assez difficile au vu du système, mais ça donne beaucoup de points, donc un bon équilibre de ce point de vue-là, je pense, pour le shoot the moon, comme on dit, ou bien on a réussi à récupérer une des 6 cartes qui permettent de marquer 1 ou 2 points. 6 cartes seulement, qui permettent de marquer des points, c'est pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 2 au printemps et à l'automne, et une à l'été et une à l'hiver. Donc bon, sur l'ensemble des cartes, voilà, c'est pas beaucoup, et finalement la majorité des plis, ils vont rien rapporter du tout. Et ils sont juste là pour préparer les plis qui vont permettre de gagner quelques points. Et alors c'est d'autant plus vrai quand on joue à 3, qui est sans doute la moins bonne configuration, même si, encore une fois, le système est cool, et juste la découverte du système est rigolote. À 4 et 5 c'est plus dynamique, on a moins de cartes en main, les coupes du coup elles sont un peu plus fréquentes, c'est un peu plus... le rythme je préfère largement, la partie du coup est plus agréable, mais quand même, je trouve que quand même j'aurais eu moyen de voir un peu plus d'enjeux sur la plupart des plis. Je pense que si c'était moi qui l'avais fait ou si je devais créer des variantes, alors j'aurais bien un peu des cartes spéciales. Il y a une carte spéciale qui permet un retour à la saison précédente, mais il n'y en a qu'une, c'est un peu dommage. Et comme le fait Shinigami Preschool, qui pourtant, Shinigami Preschool c'est un jeu, je vous l'ai dit, qui est très simple et très accessible, je pense que moi dans Hollyoak j'aurais aussi mis quelques autres méthodes de scoring, je sais pas, des collections de saisons, ou pour avoir les 4 saisons tu gagnes un point, ou des trucs comme ça, juste pour rajouter quelques enjeux aux plis qui souvent en manquent. Alors après oui, je suis d'accord que ça aurait rendu le tout un peu plus compliqué que ce que c'est, mais je trouve déjà que le système en fait de saison il est plus difficile à assimiler par exemple que celui de Shinigami Preschool. Je pense que ça aurait quand même valu la peine. Personnellement je pense pas que ça aurait compliqué beaucoup plus, je pense que le plus compliqué aurait été quand même le système à appréhender et pas le scoring. Peut-être que je me trompe totalement, j'ai pas encore essayé ces variantes, mais si vous le faites je prends vos retours avec plaisir. Mais en tout cas malgré des réserves, très chouette découverte du mois, c'est vraiment un jeu qui a son identité, encore une fois son thème colle très bien à sa dynamique et ça favorise vachement l'apprentissage. Et je trouve toujours ça cool, moi, vis-à-vis d'un genre en particulier, de voir des auteurs, des autrices aussi renommés que Tom Lehmann qui se lancent ou qui se relancent dans ce genre de jeu, dans le jeu de pli en 2023, parce qu'on parle souvent de renaissance du genre, et je pense que quand des auteurs-autrices aussi célèbres se mettent à ça, c'est un indicateur qu'effectivement, il y a bien une renaissance. Vous le savez, je vous parlais du I Split to Choose, moi j'adore le stop ou encore. Vous me mettez un truc où je tire des cartes d'une pioche et où je risque d'exploser si j'en tire trop, et je suis content. Voilà, ça me suffit parce que je vais toujours m'amuser à prendre des risques. Le mois dernier, dans le genre il y avait Skate Legend. En octobre, ma tolérance bienveillante va envers Let's Dig for Treasure, qui est proposé par le même éditeur que celui de Let's Summon Demons. Et Let's Summon Demons, c'est un jeu qui m'a toujours intrigué par ses visuels, mais j'ai toujours eu des retours assez mitigés, donc j'ai jamais essayé. Mais je trouve que ouais, les illustrations, c'est incroyable. Je sais pas exactement de quoi le rapprocher. Moi, en fait, ça m'évoque, vous savez, ces livres Martine à la plage, etc. Mais ce serait genre Martine creuse des tombes, quoi. Dans des situations un peu de films de genre, un peu horrifiques, mais qui gardent aussi le côté de genre aussi rigolo à la Brain Dead et tout, ou à la 4ème dimension, je sais pas. Je trouve que dans les propositions de cet éditeur d'un point de vue visuel, il y a quelque chose de très Spielbergien un petit peu, et je trouve que ça a vraiment un charme incroyable. Et tout ça c'est renforcé par, il y a évidemment les illustrations, mais il y a aussi la couleur des boîtes, la police utilisée. Je trouve vraiment que c'est des éditions très cool. Côté jeu,
Voilà. L'identité est un peu moins marquée que du côté visuel, c'est du stop ou encore classique, mais avec 3 piles. Il y a plusieurs moyens d'exploser cette fois ou de perdre son tour, mais ça n'invente pas grand chose. On est vraiment dans une succession de hits, de circus flocati, même si bon voilà, encore une fois moi je suis sensible au petit plaisir du tirage de la carte de trop, mais ce qu'il y a de plus, c'est disons que au-delà des valeurs, il y a des cartes qui ont des effets, que ce soit en termes de scoring, par exemple vous avez ça, si vous avez aussi ça vaut plus de points, mais aussi d'utilisation sur d'autres cartes, sur d'autres joueurs ou joueuses. Alors rien de foufou, mais il y a quand même quelques cartes qui se démarquent je trouve par des propositions vraiment, ouais je dirais un peu loufoques, et des effets en fait qui viennent un peu briser le 4ème mur, qui font appel à ce qui se passe autour de la table et dans la pièce plus que au jeu, et je vous avoue que moi c'est un vrai plaisir de découvrir ces cartes, elles me font marrer à la première partie. Alors je vais pas trop en dire parce que du coup ça fait partie de l'attrait du jeu, mais je trouve que rien que pour ça mérite d'être essayé. Bon alors voilà, passer cette fameuse première partie qui permet de découvrir ces effets rigolos, est-ce qu'il y a vraiment des raisons d'y revenir? Bon, pas forcément, en plus c'est peut-être un peu longuet ici et là, mais juste le fait d'intégrer des cartes un peu aussi absurdes, je trouve ça cool, et d'ailleurs tout comme le fait d'assumer que en fait le jeu il est là pour un peu comme Hit aussi, un HIT, ça peut être complètement claqué au niveau des scores et avoir des scores totalement déséquilibrés, parce que le cœur c'est pas de réussir à contrôler le risque, c'est plus dans la découverte de son matériel et puis dans la proposition que moi j'aime toujours d'un stop ou encore qui réinvente rien mais qui fonctionne. Le voilà le jeu idiot du mois. Enfin, il y avait Atlantis, c'est vrai, mais c'est pas le même genre d'idiotie. Nuts à Gogo, moi j'en entends parler par des anglophones depuis plusieurs mois, et à chaque fois que j'en entendais parler, je me disais, ah ça a l'air rigolo, ça a l'air idiot. Donc c'est un jeu qui vient de chez Eaton, qui ont plein de jeux qui souvent attisent ma curiosité, mais souvent, si j'en crois les critiques, c'est souvent moins réussi que leur concept. Et alors ici, je remercie Gaume, qui est passé à Essen, qui m'a ramené quelques trucs, et notamment Nuts à Gogo, même si je vous avoue que là aussi, je craignais un peu que l'idée se révèle un peu plate à l'exécution, mais bon, je lui ai quand même dit de me le ramener, et depuis j'en ai fait quelques parties. Alors il y a plusieurs modes de jeu, je pense que ça reste assez accessoire ces modes de jeu, moi j'ai joué que au premier mode, ça m'a pas l'air de changer fondamentalement le cœur de l'expérience, les différents modes. Et donc dans Nuts à Gogo, c'est vraiment un jeu matériel, et on va tous et toutes prendre en même temps dans la boîte des éléments en bois de diverses formes et tailles, qui sont les nuts, les fameuses noix, et on va les prendre, on va les mettre dans un gobelet, et il y a un moment où quelqu'un va dire fin, va dire d'arrêter la manche, et va faire un décompte de 10 secondes, durant lequel les adversaires vont pouvoir continuer à récupérer des trucs, et s'arrêter avant la fin des 10 secondes, et la dernière personne à s'arrêter doit donner une noix à la personne qui a déclenché la fin de partie, on s'en fout un petit peu, et ensuite on va cacher tout ça, et on est dans un jeu à élimination directe, où à tour de rôle on va dire, ah, on remet tous dans la boîte un cône, on remet tous dans la boîte un tonneau, on remet tous dans la boîte un cube, et si quelqu'un ne peut pas le faire, cette personne-là a perdu. Et la première partie, elle est chaotique, c'est très très rapide, c'est le bordel, on a tous les mains dans la boîte, et voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que dès la deuxième partie, on va mettre en place des petits moves, des petits trucs qu'on va identifier très vite, mais qui donnent un peu de sel au jeu. Est-ce que je vais faire un monopole sur un type d'objet, et arrêter la partie tôt pour dire, ah, on remet un cube, ah personne n'a de cube, j'ai gagné. Avec évidemment le risque que ce soit mes adversaires qui finissent avant moi et qui m'éliminent en premier, parce que j'aurais pas pris beaucoup d'objets. Est-ce qu'au contraire je me diversifie pour tenir plus longtemps, mais avec peu d'objets de chaque catégorie? On pourrait aussi essayer pendant la phase de prise des noix là, essayer de prendre ce que prennent les adversaires, mais en vrai c'est trop le bordel, il y a trop de mains partout et c'est trop difficile de voir qu'est-ce que les gens ont pris. Ça va pas plus loin. Et effectivement, il y a un peu dans Nuts à Gogo ce goût de la curiosité qui a pas forcément grand chose à offrir de plus que le statut de curiosité. Là où par exemple un Kites a quand même un truc plus solide, ou même un Castle Crush. C'est le genre de jeu qu'on aime faire découvrir le temps d'une ou deux parties, mais que finalement on va pas ressortir beaucoup avec les mêmes personnes. Si les gens connaissent, ils connaissent. Voilà. Mais malgré tout, malgré cette réserve-là qui est quand même assez forte, je suis assez content de mon acquisition, parce que je trouve que c'est un jeu qui, bon, il est pas unique dans les émotions qu'il procure. Moi, il m'a fait penser à Maître Renard, alors c'est assez différent quand même, parce que dans Maître Renard, il y a aussi la vue qui est enlevée et tout, mais dans le côté où on est tous en train de fouiller dans un même endroit. Mais en tout cas, même si c'est pas unique, c'est des sensations suffisamment rares pour que je sois content d'être en mesure de présenter le jeu et de faire une partie avec des nouvelles personnes. Et en vrai, écoutez, une idée curieuse, qu'on sort qu'une fois de temps en temps avec plaisir, je trouve toujours ça mieux en fait à une idée qu'on a vue 100 fois et qu'on sort qu'une fois, parce qu'en fait, ça a beau peut-être offrir plus de contrôle ou que sais-je, on y a déjà joué en fait avec des dizaines d'autres jeux, des dizaines de fois, et moi je préfère une idée un peu bizarre qu'on va sortir qu'une fois qu'une idée qu'on a vue 100 fois et que les éditeurs veulent qu'on sorte 10 fois. Donc ouais, plutôt content quand même de mon acquisition de Nuts à Gogo.
Le jeu du golf, ça connaît un peu son heure de gloire et de popularité depuis que Skijo est sorti. C'est vraiment un jeu qui s'est installé comme un classique moderne à une échelle très très mainstream, qui se vend énormément. Offrez pas ça à vos profs, je pense qu'il y a des chances qu'ils les aient, aux profs de vos enfants, ou aux vôtres, hein. Vous pouvez aussi offrir des jeux à vos profs. Mais rapidement, c'est un jeu qui a engendré des copies. Skijo est en lui-même une copie, un dérivé d'un jeu traditionnel, mais souvent voilà, c'est copié de Skijo parce que Skijo a marché, donc évidemment il y a des jeux qui veulent surfer sur son succès, mais ces jeux, ils disent « Oui mais non, nous on s'inspire pas de Skijo, on s'inspire du jeu du golf », alors qu'en fait ces gens ne connaissaient pas le jeu du golf avant de connaître Skijo. Bref, mais en tout cas, j'ai jamais trouvé moi un jeu qui a ce cœur mécanique là, et qui est vraiment soit incontournable ou mémorable. Il y a Cabo qui était sorti plus tôt, je crois en 2010 par là, et jusque là je pense que c'était mon préféré, parce que en plus du coup il était sorti avant Skijo, donc ça avait en plus cet intérêt de moins être là de manière opportuniste. Et ben ce mois-ci, en octobre 2023, il y a deux jeux qui dans cet héritage ont su me convaincre à des échelles un peu différentes. Alors d'abord il y a Omerta, dont je parle maintenant, qui est compétitif et qui va reprendre un peu les idées de mémoire dont il fallait faire usage dans Cabo, et qui n'existe pas hein, par contre dans par exemple Skijo. Mais il y a aussi des cartes un peu spéciales qui vont apporter un peu d'imprévu et puis de vie à la partie. Alors vous le verrez dans la dernière partie de la vidéo, malgré une partie plaisante, c'est pas lui qui me marquait le plus, parce que alors il y a des petits pouvoirs ici et là, mais je trouve que les pouvoirs sont un peu inégaux, mais j'ai quand même l'impression surtout que malgré les pouvoirs, le sentiment de jeu, on en fait assez vite le tour. Je retiens quand même l'idée de défausser cette carte bouteille là, si quelqu'un défausse une carte bouteille et qu'on a la même valeur, qu'on sait qu'on a la même valeur parce que les cartes sont cachées, on peut la défausser, sachant que c'est une prise de risque parce que si on défausse pas la bonne, on repioche des cartes, mais ça va bien avec l'idée de la mémoire, ça mène à des situations assez rigolotes, même si évidemment ça fait que les compétences de mémorisation, elles sont, enfin les différences de compétences, elles sont sollicitées, elles sont renforcées. C'est un truc que j'aime pas trop en général dans les jeux qui sont pas spécifiquement des jeux de mémoire, mais je trouve que dans Omerta ça va, c'est assez rigolo, et le côté rigolo de se tromper compense la frustration de se dire mais oui mais moi j'ai juste pas de mémoire, et puis si j'ai pas de mémoire, j'ai peut-être pas juste essayé de le faire. En tout cas, ouais, c'est une bonne découverte. C'est aussi la découverte que m'a fait faire Jérémy ce mois-ci. Salut à lui, vous savez, il y a toujours ce mois avec la découverte de Jérémy. Vous savez, il y a toujours ce jeu que me fait découvrir Jérémy maintenant. Donc plutôt cool. Je vous conseille de l'essayer. Et pour moi, dans cette gamme de petites boîtes d'Helvétique, c'est plutôt une des bonnes productions. Voilà donc pour les bonnes parties, hein, les choses que j'ai appréciées. Et contrairement au mois de septembre, cette fois il y a eu des tops, j'en suis toujours ravi évidemment, hein, je l'ai dit quand je parlais de Planet Unknown, mais moi, s'il pouvait n'y avoir que des tops un certain mois, ce serait génial. Donc 3 tops ce mois-ci, je vous laisse les découvrir, en tout cas c'est des choses que je juge un peu incontournables dans leur genre. Que des jeux de cartes ce mois-ci dans le top, et on va commencer avec Potage Sauvage, qui est une refonte du Too Many Cooks de 2002, qui était par ailleurs déjà sorti en France, hein, sous le nom Chaud de Vent, je crois en 2005, et ça me permet d'avoir ici mon deuxième Knizia du mois, mais cette fois dans une catégorie à laquelle il est un peu plus habitué que les déceptions. C'est un jeu que j'avais découvert à PEL, j'en avais parlé dans l'épisode débrief de Proxy Jeux, il m'avait laissé une assez bonne impression, j'avais joué à 5 je crois, et ça a fait que se confirmer à 4 peut-être. Depuis sa sortie, j'ai pas mal rejoué, notamment dans sa configuration à 4 ou 5, j'ai beaucoup joué à 2, mais disons que c'est les configurations à 4 ou 5 qui m'ont le plus convaincu. Il y a cette idée de proposer un pli déjà qui est fini à l'atteinte d'un seuil, plutôt qu'après un ou plusieurs tours de table. C'est quelque chose qui fonctionne très bien, qui crée une dynamique qui est assez propre au jeu. Le système de contrat qu'on dévoile au chaque début de manche, ça paraît un peu moins original, mais ça crée une interaction forte autour de la table, que ce soit pour tenter évidemment de maximiser ses propres points, mais aussi et surtout peut-être pour pourrir un ou une adversaire en lui faisant ramasser ce qui l'intéresse pas, voire ce qui lui fait perdre des points évidemment. Il y a quelques petites cartes supplémentaires qui suffisent à achever un peu l'ensemble, des cartes voilà où ça retourne à 0 ou des trucs comme ça, pour un tout qui est très solide, dans la catégorie vraiment des jeux de cartes où ça discute beaucoup, où ça chouine, où ça fait des alliances temporaires et peut-être éphémères, et peut-être que c'est des alliances uniquement de façade. C'est un jeu où il y a des surprises, où il y a des écarts de score, où il y a des moments assez punitifs, hein, clairement. Tu peux faire du -8, -10 points, mais c'est quand même des moments qui restent rigolos. Il y a aussi quelques subtilités qui vont apparaître petit à petit. Il y a aussi ce système des bots là qui est très cool parce que ça change de paradigme du jeu de pli, puisqu'on passe du must follow, donc du suivi obligatoire, à un may follow où on peut jouer ce qu'on veut. C'est pas si fréquent, hein, mine de rien, des jeux qui proposent ces deux éléments au cours d'un même pli. Ça c'est plutôt cool.
Alors à 2 et 3, mais alors a fortiori à 2, c'est sans doute moins recommandable, même si je vous l'ai dit, j'ai pas mal joué à 2 et je trouve que c'est moins pire que ce que je pensais. Mais bon, l'éditeur aurait clairement pu se passer de cette configuration sans problème. D'ailleurs, il est au courant parce qu'au moment de jouer à PEL, on m'a dit ouais, bah, j'avais dit bah, ils sont déjà 3. Et ils me disent ouais, à 4 c'est mieux que à 2 ou à 3. Donc l'éditeur en est conscient, hein, a priori. Et à 3, alors la dynamique est pas la même, ça a son intérêt quand même, c'est juste une autre dynamique. Je pense même que pour le coup ça pourrait être la configuration de prédilection de certaines personnes, même si à 2 comme à 3 il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont écartées et ça enlève beaucoup. Alors c'est pas un jeu où on va essayer de tout compter, mais là ça peut carrément enlever toute une couleur, c'est quand même ça me charme moins. Mes principales réserves, c'est d'un côté sur la durée de la partie. Moi de mon côté j'aurais eu tendance, sauf peut-être si on est 5 joueurs ou joueuses, à mettre une manche de moins, donc sinon on joue 5 manches, moi j'en aurais mis 4. Pourquoi? Parce que ça éviterait d'avoir à la fin, chaque contrat on peut le faire qu'une fois, et donc la dernière manche en fait on a un contrat qu'on n'a pas choisi, et qui s'associe à une main que là aussi on n'a pas choisi, donc en fait ça peut pas aller du tout ensemble et faire un dernier round très très punitif sans qu'on ait eu aucune possibilité de choix à aucun moment. Je pense honnêtement que enlever une manche, ça aurait rien enlevé au cœur et au feeling du jeu. Donc bon, voilà, c'est pas très grave parce que finalement, c'est assez rare que vraiment on soit puni dans cette dernière manche. Juste, ça aurait évité ça et ça aurait rien enlevé, ça aurait raccourci un peu le jeu, sans que ça enlève rien le fait de le raccourcir. Et enfin, ce que je regrette moi, c'est aussi l'édition quand même plutôt critiquable. C'est une boîte qui est 2 fois trop grande. Mais vraiment 2 fois trop grande, hein, c'est honteux. À côté de ça, on a des éditeurs plus amateurs comme New Industry là avec Enemy Anemone ou bien j'ai Trick Raiders où c'est des petites boîtes et tout. Et c'est ça que je veux moi dans mes boîtes de jeux de cartes, c'est pas des boîtes qui font la taille d'un potage sauvage, clairement. Les règles sont pas du tout inclusives, les illustrations, bon elles font le boulot, hein, c'est Jérémy Fleury, moi je trouve que ça a pas beaucoup d'identité, hein, c'est très passe-partout. Je trouve par contre que la thématique, bon ils ont gardé la cuisine hein, comme dans Too Many Cooks, ça colle plutôt bien avec la mécanique des bots. Vous savez, les fameuses bots qui vont justement pourrir le potage et qui ensuite vont transformer le jeu en may follow, on peut jouer ce qu'on veut parce que de toute façon le potage il est pourri. Et alors le jeu dans sa version française, qui n'est qu'une version française, hein, qui est fabriqué en Chine quand même, alors qu'on aurait pu, ça aurait pu être juste un jeu de cartes, et je pense que pour un jeu de cartes on peut le fabriquer un peu plus proche. Et enfin, comme je l'ai dit, mais la configuration du nombre de joueurs ou joueuses, ça n'a pas été questionné, du tout. Alors qu'on aurait pu penser, Cocktail Games l'a fait avec Trio par exemple, ils ont déjà retiré la configuration à 2 de Nana, et ils ont aussi travaillé pour avoir un mode en équipe. Je vous avoue que moi pour Potage Sauvage, à 2 contre 2, donc à 4 uniquement, je vois très bien un jeu en équipe. J'ai pas encore essayé, mais je pense que ça fonctionnerait très bien. N'hésitez pas à me dire si vous essayez. Pas de travail éditorial de ce point de vue là, du côté du développement purement dynamique et mécanique ludique quoi. Il y a eu du développement évidemment du côté de l'édition, mais l'édition c'est pas que les visuels, hein, c'est aussi essayer de faire évoluer un jeu s'il en a besoin. Alors je me doute qu'un jeu de Rainer Knizia c'est pas forcément facile à faire évoluer, c'est quand même dommage. À mon point quand même côté édition, il y a bien les valeurs dans les 4 coins, et c'est aussi accessible aux daltoniens et daltoniennes puisqu'il y a les symboles qui rappellent les couleurs. Voilà, je m'arrête là, j'ai dit l'essentiel de mon ressenti, mais si vous en voulez un peu plus sur ce jeu là, j'en parle avec l'ami Cyrus dans les jeux du mois de novembre chez Proxy Jeux, je vous mets le lien en description, et pour information on y parle aussi de Cat in the Box. Déplie toujours avec ce jeu de 2020 qui est un peu revenu sur le devant de la scène, de la petite scène du jeu de pli depuis quelques mois, je crois depuis un game market. Robotrick, alors je vous parlais de Potage Sauvage et son jeu de 2 à 5 alors qu'à 2 et 3 on peut questionner l'intérêt. Robotrick c'est un jeu qui est juste à 3. Voilà, moi j'aime bien les jeux qui assument le fait de n'avoir qu'une configuration. Alors en vérité, il y a quand même 4, entre guillemets, personnes autour de la table. La 4e personne étant le robot du titre, Robotrick. Alors la proposition thématique est plutôt cool, donc on affronte le robot et il y a ce côté où tous les 3 on va affronter cet adversaire commun, mais il y a quand même une compétition entre nous pour avoir le meilleur score, voilà. Il y a tout qui est assez cohérent, je trouve que un peu comme dans Hollyhock dont je parlais plus tôt, la thématique facilite l'explication et le système de scoring et la manière dont tout ça fonctionne, et je trouve que c'est toujours une bonne chose dans ce genre de jeu où la thématique n'est pas forcément le point le plus mis en avant, et ça facilite quand même l'explication, donc c'est cool. Donc le premier twist assez évident, c'est ce fameux robot qui est une espèce d'intelligence artificielle, si on le dit très vite. En fait c'est un joueur ou une joueuse, le robot dont on connaît à la fois la main et les priorités de ce que le robot va jouer, selon si le robot suit, s'il mène ou si le robot ne peut pas suivre. Il va y avoir une espèce de... Voilà, c'est des petites cartes qui vont peut-être manquer un poil de folie, c'est un peu répétitif en gros, mais j'avoue que comme ça je vois pas bien ce qu'aurait pu être ajouté comme effet foufou sur ces cartes là, vu qu'on est quand même dans un cadre assez classique du jeu de pli en termes de proposition générale, mais en tout cas donc il y a ces cartes là qui vont
vont dire bon bah si le robot peut suivre, et ben il va jouer cette carte, il va jouer la plus petite, il va jouer la plus grande. S'il ne peut pas suivre, il va couper à l'atout, ou bien il va jouer la couleur où il a le plus de cartes encore disponibles, ce genre de truc. Et où va y avoir des ordres de priorité qui vont permettre de départager un peu s'il y a des égalités. Donc voilà, ça c'est assez cool. Et ce qui permet au jeu de fonctionner et de pas juste être ce gimmick de ben voilà, il y a le robot qui va jouer selon des priorités machin et on connaît tout, c'est que ben tout ça va s'associer en fait à un scoring que je trouve assez malin, qui va forcer à réfléchir au pli qu'on veut gagner, au pli qu'on veut laisser au robot, au pli qu'on veut aussi laisser à nos adversaires humains. Parce que, je te rappelle, on veut quand même avoir plus de points qu'eux à la fin, que nos adversaires. Parce que gagner le pli, évidemment, c'est gagner des points. Mais sauf qu'on ne peut gagner des points que 3 fois dans une main. Donc, évidemment, on va essayer de prendre les cartes qui vont nous rapporter le plus, les 3 cartes. Parce que si on dépasse les 3, chaque carte qu'on va récupérer en plus de 3, ça va être du point négatif. Donc voilà, mais en même temps on veut pas perdre contre le robot, parce que si on perd contre le robot, là aussi c'est du négatif. Donc on veut gagner contre le robot, mais peut-être pas nous, plutôt l'adversaire, parce que là j'ai déjà mes 3 cartes, hein, vous voyez le genre de truc. Ça donne des choix et des enjeux à presque tous les plis, c'est quelque chose que moi j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux où on joue un peu en automatique, là c'est vraiment pas le cas, je trouve que sur l'ensemble de la main, il y a beaucoup de plis où il y a de l'enjeu à chacun des plis, et c'est vraiment cool. Ça donne en fait une tension quasi constante. C'est un jeu qui peut aussi être assez punitif avec des gros écarts de score, on peut faire vraiment beaucoup de points négatifs, mais du coup il parvient à garder mon intérêt et mon attention du début à la fin. Moi j'avais un petit peu peur, notamment que, un peu comme dans Nokosu Dice, j'avais peur que il y a un côté très analysis-paralysis, très brain, très calculatoire, du fait de la connaissance, ici de la main du robot. Et le fait est que, après plusieurs parties, c'est très peu le cas. Justement parce que le fait que les cartes robots soient simples, peut-être un peu manque de folie, mais au moins du coup c'est très lisible ce que le robot va faire, on peut vite se dire ok là il va faire ça, donc si je veux ça il faut que je joue ça. Et du coup quant à la résolution, on se pose pas beaucoup de questions de ah oui mais alors là il va se passer ça mais t'es sûr, parce que enfin ce genre de truc où des fois dans les jeux on se pose des questions et on est là pendant 5 minutes à débattre de ce que va faire le robot, là non. Pouf, c'est clair. Du coup, moi j'ai plutôt intérêt à jouer ça, et du coup le choix se concentre vraiment sur ce que je veux retirer ou pas de ce pli. Donc ouais, c'est Robotrick, un jeu où j'ai été vraiment très convaincu par mes quelques parties. Je pense honnêtement que c'est un petit incontournable des soirées. Alors faut que les gens aiment le jeu de pli, hein, parce que c'est vraiment un jeu de pli. Mais si on est tout pile 3 autour de la table, je pense que j'hésiterai pas à le sortir dans les mois à venir. Scram, c'est lui que je vous teasais un peu quand on parlait d'Omerta un peu plus tôt, et donc là c'est un jeu un peu dans la même veine mais encore plus réussi, parce que je vous l'ai dit, hein, j'ai déjà bien aimé Omerta. Alors déjà, premier bon point, très bon point, Scram à l'envers, ça fait quoi? Ça fait Marx. Et ça, voilà, c'est déjà, ça mérite d'être dans les tops rien que pour ça. Mais sinon, au-delà de la blague, on est là aussi donc dans une revisite du jeu du golf en 4 manches, où à la fin on va avoir le plus petit score, et où à chaque manche on peut déclarer le scram du titre, et du coup quand on déclare scram, les autres vont avoir encore un tour, et notre but c'est d'avoir le plus petit score de la manche, parce que si les autres arrivent à faire un plus petit score que nous, on est pénalisé pour ça, et il y a des chances qu'on marque beaucoup plus de points que les autres, ce qu'on ne veut pas. Également, comme dans tous les jeux du genre aussi, à chaque tour on peut soit piocher dans la défausse, soit dans le paquet de cartes face cachée, et on va pouvoir remplacer des cartes de notre propre tableau qu'on a devant nous, qui sont donc de 5 au début. Oui voilà, bon, très classique, il n'y a que 5 cartes, dont 3 sont cachées. Voilà, donc comme Omerta ou Cabo, que je citais lorsque je parlais d'Omerta justement, il y a ce côté un peu inconnu, mémoire, parce que du coup il y a certaines cartes qui sont cachées, il y en a certaines qui vont échanger, qu'on va changer de place, et où il va falloir se rappeler, ah oui j'ai vu ça, mais qu'est-ce que c'était. C'est un peu moins présent que dans Omerta, où dans Omerta vous savez on essaie de se défausser de la même carte que l'autre. Là c'est pas tellement pour ça, c'est plus pour la stratégie qu'on va essayer de faire marcher la mémoire. Et comme dans Omerta encore une fois, il y a plein de cartes, notamment celles qui ont les plus hautes valeurs, donc celles dont on veut se débarrasser a priori parce qu'on va avoir moins de points, mais ces cartes là elles ont des pouvoirs. Et plus le pouvoir, la valeur est haute, plus elle rapporte de points, ce qu'on ne veut pas, plus le pouvoir en général est puissant. C'est des pouvoirs qui vont permettre d'aller regarder certaines cartes, d'en échanger, d'en révéler. Ça va être des cartes qui vont dire ah vous pouvez rajouter 13 points à votre adversaire en mettant cette carte devant lui. Et enfin, quand même, et c'est là que vraiment ça change tout, c'est que c'est un jeu en équipe de 2 contre 2, si on joue à 4, moi j'ai joué que à 4, ou je crois que c'est à 2 contre 3 quand on joue à 5, j'y ai pas joué dans cette configuration. Et ça, le fait que ce soit en équipe, ça change tout, ça donne une toute autre ampleur au jeu, parce que du coup ça introduit plein de teamplay qui est super cool. Aussi du fait que on veut pas laisser des choses aux adversaires, et aussi si
si on peut effectivement défausser des cartes. Si je récupère une carte, je peux l'échanger contre des cartes de même valeur de ma main. Donc je récupère un 2 et puis je les échange contre 2 4 par exemple. Mais si mon partenaire a aussi des 4, je peux prendre le 2, dégager mes 4, mais aussi ceux de mon partenaire. Donc peut-être que parfois j'aurais intérêt à lui donner des cartes qui font perdre des points mais que on va pouvoir échanger. C'est plein de petites dynamiques comme ça qui changent complètement le feeling du jeu qu'on a dans Skijo, dans le jeu du golf. Et finalement le dernier tour de la manche, vous savez, celui où on va dire scram, et souvent dans Skijo on peut être très puni, mais là on peut l'être aussi, mais notre partenaire a quand même aussi un tour de plus pour essayer soit de contrecarrer un truc qui nous aurait été négatif par un autre joueur, soit pour asseoir entre guillemets notre victoire. Donc voilà, ouais, ça met en œuvre plein de choses que j'ai trouvé très pertinentes, qui vraiment donnent des sensations assez différentes des autres jeux du genre et que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai quand même quelques petits bémols. D'un côté, et qui vont aller ensemble en fait. D'un côté, c'est la durée potentielle des manches, donc c'est 4 manches en tout, et du coup la durée de la partie. Et surtout, alors encore une fois, la durée de la partie n'est pas un problème, mais c'est le fait que ça tourne un peu en rond par moment et que on est là à essayer d'optimiser, mais on est vraiment dans de l'optimisation de tout petits points, et que du coup cette durée là qui se rallonge, elle est pas au service du plaisir que procure le jeu. Et l'autre souci que je trouve un peu plus importante et que est facile à fixer, ça mérite peut-être une variante, je peux pas parce que j'y joue sur appli, mais je pense que si j'y joue en vrai je ferai avec cette variante. Alors je trouve que contrairement à Omerta ou quoi, les pouvoirs sont tous plutôt cool et très utile à certains moments, mais il y en a certains qui vraiment, notamment je pense à une carte qui est assez claquée quand on déclare le scram, donc au dernier tour. Et je me demande, parce que ça peut vraiment faire basculer une manche du tout au tout de manière vraiment imprévisible et sans pouvoir y faire quoi que ce soit, c'est le pouvoir de la carte 13 qui est la plus haute valeur à laquelle je pense, et que moi je pense qu'il y a certains pouvoirs où on devrait pouvoir se dire à partir du moment où le scram est déclaré, ces cartes n'ont plus de pouvoir. Leur pouvoir n'est plus applicable parce que ça enlève tout contrôle au truc et voilà. Alors évidemment, si c'est juste la carte 13, on peut se dire que oui, mais du coup, faut pas déclarer scram avant que toutes les cartes 13 ne soient passées pour éviter une mauvaise surprise. Mais du coup, ça alimente le souci que je pointais un peu plus tôt de rythme et de redondance de la manche. Bon voilà, et puis le thème, on s'en fout absolument, on n'a rien à foutre. Les pouvoirs des cartes, ils sont à peine thématisés en plus, je trouve, c'est pas spécialement brillant de ce point de vue-là. Mais voilà, passer ces nuances, franchement, trop cool. Pour moi, c'est vraiment un incontournable, et je trouve que dans les jeux qui utilisent ce système du jeu du golf, c'est le premier que je trouve bon à ce point. J'aime bien Cabo, je trouve ce qu'il joue acceptable. Celui-là, je trouve vraiment que c'est super. Alors je sais pas, c'est chez Bézier Games, donc peut-être que ça sortira en France, il y a eu plusieurs jeux Bézier Games qui ont été localisés. Moi j'y joue sur l'application est pas très chère, mais si un jour il sort en France, moi je le raterai pas et je vous conseille de pas le rater non plus. Voilà donc pour ces 3 tops qui viennent finir cette vidéo, que je l'espère vous aurez apprécié. Alors avant de conclure, juste un big up à quelques éditeurs. Je le disais en intro qu'à chaque fois je remercie Eric de What's Eric Playing, parce que certains éditeurs ne font pas le taf en termes de communication. Donc je voulais en citer 3 pour qui ce mois-ci spécialement j'ai vraiment vu un truc qui était très bien. Depuis quelques mois, il y a notamment Yellow qui a une fiche ressources presse. Je vous mets un petit truc en même temps où je vous déroule l'écran. Il y a vraiment, si vous êtes producteur, productrice de contenu, que vous cherchez un peu des images, des ressources visuelles, ils ont tout un onglet qui est réservé à ça, avec des trucs à télécharger et tout, des espèces de press kits. Franchement, merci beaucoup à l'équipe de Yellow pour ça. Indépendamment de la qualité des jeux, c'est quand même quelque chose qui est super pratique de mon côté. Je remercie aussi à Catch-Up, dont j'ai parlé de After Us ce mois-ci, et Banquise, dont je parlais de Quickshot, que j'ai pas aimé, mais par contre les ressources presse étaient là, et j'ai l'impression que, de manière générale, pour Catch-Up comme pour Banquise, c'est Mathieu Bonin qui travaille pour eux de ce point de vue-là. En tout cas, c'est lui qui met les photos sur Board Game Geek, donc un grand merci à lui, Mathieu Bonin, qui a travaillé longtemps pour Yellow notamment, mais pas seulement, et qui est du côté de Lyon, je crois. Salut à toi Mathieu, si tu regardes ça, et un grand merci pour ce que tu fais pour nous, les producteurs, productrices de contenu. Donc voilà, au-delà de ce big up, parce que je râle souvent sur « ouais, les éditeurs, ils sont chiants, ils nous donnent rien à disposition et tout », c'est vrai, mais donc, bravo quand même à ceux qui le font et qui modernisent un peu tout ça, qui professionnalisent un peu cette partie de l'édition. De votre côté, donc, qui êtes viewers, c'est comme ça qu'on dit sur Twitch, mais
je sais pas, que vous regardez en tout cas, et j'en suis ravi, je vous remercie. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que vous avez peut-être découvert des jeux, que ce soit Scram, que ce soit Robotrick, parfois des jeux difficiles à trouver, je le confesse, hein. Mais Robotrick, hein, j'ai vu First Player aussi qu'on parlait, alors je suis pas très client de son contenu en général, de son ton et tout, c'est pas grave, hein, chacun a les tons qu'il préfère, mais il a parlé de Robotrick lui aussi, et également il y a un groupe Facebook là, qui s'est lancé, Tapeur de carton, où il y a notamment Ben des recettes ludiques, que je salue aussi s'il passe par là, et Romain du Labo des Jeux, que je salue également. On parle pas mal de jeux de pli et autres, ça c'est cool. Peut-être qu'on va réussir à lancer le Portland Game Collective, mais de France. Je sais pas quelle ville ce sera, dites-moi en commentaire quelle ville Game Collective vous voudriez, peut-être... alors Béziers Games, il y a déjà Béziers Game Collective, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas aussi en commentaire à parler des jeux que vous avez découverts, ou bien de parler de mes choix, ou pourquoi t'as rien compris à Quickshot, finalement c'est très très bien, c'est juste que t'as mal joué, ou que tu râles pour rien. C'est tout à fait entendable. En tout cas, donc fini pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre, alors qu'on est même à peu près mi-novembre, ou pas loin. J'espère qu'on se retrouve fin novembre, début décembre, pour une prochaine vidéo qui sans doute aura des déceptions, des trucs tout pourris, ou des trucs très oubliables. Il y aura de toute façon trop de jeux qui seront sortis en novembre, comme toujours. Si vous regardez le passe-temps, là, toutes les semaines, il y a entre 30 et 70 jeux qui sortent. Ça va pas du tout, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop, et surtout que la plupart on s'en contrefou. Un jour peut-être que ça changera, mais pas aujourd'hui. N'hésitez pas aussi, je le dis pas à chaque fois, mais allez voir ce qu'on a produit chez Proxy Jeux, dont je fais partie, un podcast. On a fait notamment un dossier sur les jeux solo, que j'ai animé, et pour lequel j'ai fait une chronique, et puis les jeux du mois où j'ai parlé de Potage Sauvage, je vous l'ai dit un peu plus longuement, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Prenez soin de vous pour novembre, hein, commencez à vous couvrir. Moi j'ai sorti le pull, enfin le sweat, pardon, pour les adorateurs des pulls, le sweat, et peut-être que le mois prochain ce sera dans un peignoir, on verra, un peignoir bien chaud, bien cosy. Prenez soin de vous, passez un bon mois de novembre, ou de début décembre, ça dépend quand viendra la prochaine vidéo. Ciao!